Enceinte, est abandonnée par un millionnaire, elle vit parmi les poubelles. Mais l'amour va tout changer. Il y a des histoires qu'on oublie, et puis il y a celles qui vous attrapent à la gorge et ne vous lâchent plus. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une fable, ni un conte de fées. C'est l'histoire brute, bouleversante, d'une femme rejetée au moment le plus fragile de sa vie et d'un homme qui croyait tout avoir, jusqu'à ce que le destin l'oblige à tout regarder en face. Restez bien jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir va vous bouleverser. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette histoire. Marcella, 4h17 du matin. Le ciel est d'un noir d'encre, percé seulement par les réverbères vacillants du quartier de la Belle de Mai. Un vent glacé souffle entre les immeubles décrépits, charriant avec lui l'odeur âcre des poubelles renversées. Rosalie serre son manteau râpé contre son corps amaigri. À ses pieds, un sac plastique troué laisse entrevoir un pain moisi qu'elle tente de nettoyer avec un mouchoir taché d'encre bleue. Dans le vieux landau qu'elle a récupéré derrière l'église Sainte-Marthe, un enfant tousse, un son sec, creux, douloureux. Rosalie se penche, caresse la joue du petit garçon et murmure avec une tendresse déchirante « Maman te promet, mon ange, demain sera meilleur. » Elle ment, elle le sait. Demain sera aussi rude qu'hier, et peut-être pire. Un grincement métallique. Un store se lève derrière le Monoprix. Un vigile en uniforme émerge de l'ombre. Sa lampe torche braquée droit sur elle. Il la reconnaît. Elle est là, presque chaque nuit. « Dégage d'ici, la clocharde !» « On t'a déjà prévenu. Tu veux qu'on appelle les flics ?» Rosalie baisse les yeux. Elle ne répond pas. Elle attrape le landau d'une main tremblante et s'éloigne sans un mot, ses pas résonnant sur les pavés humides. En passant devant un mur décrépit, son regard se fige. Une affiche collée à moitié arrachée présente le visage d'un homme élégant, sourire figé, blouse blanche impeccable. Professeur Paul Renaud, chef de chirurgie au centre hospitalier Saint-Joseph, Paris. Rosalie vacille, ses genoux fléchissent. Elle connaît cet homme. Trop bien. Flash, lumière crue, hôpital Tenon, Paris. 7 ans plus tôt, Rosalie, jeune professeure de lettres, participe à une campagne d'alphabétisation pour patients hospitalisés. Elle y rencontre Paul. Il est brillant, charismatique, tout droit sorti d'un autre monde. Elle, issue d'une famille ivoirienne, vit dans un studio minuscule du 19e arrondissement. Il l'invite à dîner, puis à voyager dans le Luberon. Elle accepte, aveuglée par son regard doux et ses promesses. Il l'appelle « ma perle rare ». Mais le jour où elle lui annonce qu'elle est enceinte, son visage change. Son ton devient glacial. « Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu veux ruiner ma carrière ?» Il la laisse là, sans réponse, sans appel. Un message vocal sec. 3 semaines plus tard, c'est terminé. Je ne peux pas reconnaître cet enfant. Retour à Marcella. Rosalie cligne des yeux, chassant le passé d'un revers de main. Elle s'arrête au bord de la route, devant un container éventré. Elle y plonge les bras, à la recherche de restes comestibles ou de tissus propres. Son ventre gargouille. Le petit tousse encore. Au loin, des phares s'approchent. Une berline noire, immatriculée à Paris, roule trop vite pour les virages serrés du quartier. Une seconde d'inattention. Le bruit est effroyable. Métal tordu, verre brisé, silence. Rosalie court. Elle abandonne le landau sur le trottoir. Une silhouette est éjectée de la voiture, gît sur l'asphalte. Du sang coule d'une plaie ouverte au front. Elle s'agenouille. Ses doigts se posent sur la joue de l'homme. Elle écarquille les yeux. C'est lui, Paul. Le temps s'arrête. Elle pourrait le laisser là. Mourir comme il l'a laissé mourir à petit feu. Un cri monte dans sa gorge, mais ne sort pas. Il est inconscient. Elle appuie son oreille contre sa poitrine. Il respire encore. Les sirènes retentissent au loin. Mais d'ici, dans ce no man's land, elles mettent du temps à arriver. Trop de temps. Alors, Rosalie prend une décision. Elle attrape les bras de Paul et, avec l'aide d'un SDF du coin, l'entraîne jusqu'à une ruelle étroite, invisible des passants. Elle le cache dans une vieille remise, abandonnée, au mur recouvert de graffitis. Elle lui nettoie le visage avec de l'eau croupie
et un chiffon sale. Elle s'assoit à côté de lui, dos contre le mur froid. Elle regarde la nuit qui s'efface lentement. Le jour se lève sur une vérité cruelle. Elle vient de sauver la vie de l'homme qui a détruit la sienne. Le soleil perce à peine l'horizon lorsque Rosalie sort de la remise, les vêtements collés à la peau par l'humidité de la nuit. Le silence de l'aube est pesant, presque irréel, comme si la ville retenait son souffle. Elle jette un coup d'œil rapide autour d'elle, vérifie que personne ne les a suivis, puis referme la porte rouillée derrière elle. À l'intérieur, Paul gît encore inconscient, allongé sur un vieux matelas rongé par les mites. Son visage, d'ordinaire si impeccable sur les panneaux publicitaires parisiens, est boursouflé par les ecchymoses. Sa respiration est irrégulière, sifflante. Rosalie retourne au landau abandonné. Louis dort encore, roulé dans une couverture cousue de briques et de brocs. Elle le soulève doucement, embrasse son front chaud. Son cœur se serre, il est fiévreux. Elle n'a plus d'antibiotiques depuis 3 semaines. Chaque jour est un combat contre la peur qu'il ne s'endorme pour ne plus jamais se réveiller. Elle revient dans la remise. Louis dans les bras. Paul ne bouge toujours pas. Le silence est brisé seulement par le chant lointain des goélands et le bourdonnement d'une ruche dissimulée dans un coin du toit effondré. Rosalie s'agenouille à côté du corps étendu. Elle observe longuement cet homme qu'elle aurait pu haïr de toutes ses forces. Et pourtant, quelque chose en elle résiste à la haine. Peut-être est-ce ce regard vide, fragile, qui ressemble trop à celui de son fils. « Si je t'avais laissé là, t'aurais pas tenu 10 minutes ?» dit-elle à voix basse. « Pas dans ce quartier, pas sans moi. » Elle le nettoie avec précaution. Chaque mouvement est une lutte contre le dégoût, contre le souvenir des mots tranchants qu'il lui avait laissés en partant. Son visage, son odeur, ses mains, tout lui rappelle le passé. Le premier baiser sous les arbres du jardin du Luxembourg, les nuits volées dans son appartement haussmannien à Paris, et puis le vide, le silence, l'humiliation. Elle fouille dans un sac caché, derrière une pile de cartons, et en sort une trousse de secours récupérée dans un squat de la Joliette. Elle désinfecte les plaies, recoue sommairement une entaille profonde sur la cuisse. Il grogne, ouvre brièvement les yeux, les referme aussitôt. Il ne la reconnaît pas. Ce simple fait la foudroie. Elle pourrait lui dire tout, là, maintenant, lui jeter à la figure les années de misère, les nuits à pleurer Louis dans ses bras, les heures passées à distribuer des CV que personne ne lirait. Mais elle ne dit rien, il ne se souvient de rien, et peut-être c'est mieux ainsi. Dans un coin de la pièce, Louis tousse violemment. Rosalie sursaute, le rejoint en hâte. Sa respiration est sifflante, son front brûlant. Elle le serre contre elle. Paul ouvre à nouveau les yeux, confus, fixant la silhouette floue de cette femme qui pleure, tenant un enfant malade dans les bras. Il tente de parler, mais sa voix n'est qu'un souffle. « Où suis-je » Rosalie tourne la tête vers lui, essuie ses larmes d'un revers de manche. « Tes envies, c'est tout ce que tu dois savoir pour l'instant. » Elle se lève, va vers un seau d'eau tiède chauffé sur un petit réchaud à gaz et y trempe un linge. Elle revient, pose la compresse sur son front. « Repose-toi. T'as eu un sale choc et t'as pas idée d'à quel point t'es loin de chez toi. » Paul tente de s'asseoir, grimace. La douleur est vive. Il pose un regard inquiet sur Louis, qui gémit. « C'est votre fils ?» demande-t-il faiblement. Rosalie ne répond pas tout de suite. Elle observe Paul avec une intensité étrange, presque fébrile. Un voile passe dans ses yeux, puis elle murmure, d'un ton neutre, « Oui, il s'appelle Louis. » Paul hoche lentement la tête. Il ne sait pas pourquoi, mais ce nom le trouble. Il ferme les yeux de nouveau. Son corps cède à l'épuisement. Rosalie, elle, reste éveillée, le dos appuyé contre la paroi humide. Elle ne dort jamais quand elle a peur. Et ce soir-là, plus que jamais, elle a peur. Pas de Paul, mais de ce que son retour pourrait réveiller. 2 jours ont passé. Dans l'ombre de la remise abandonnée, l'air est lourd, saturé de moisissures et d'angoisses retenues. Rosalie veille Paul comme on veille un fantôme revenu du passé. Il dort par vagues irrégulières, se débat dans des cauchemars silencieux. Chaque frémissement de ses paupières, chaque gémissement arraché à ses rêves résonne en elle comme un écho d'une époque qu'elle pensait enterrer à jamais. Louis, lui,
a cessé de tousser. Rosalie a réussi à obtenir un sirop grâce à la générosité d'une vieille femme du marché qui ignore tout de sa situation, mais lui glisse parfois quelques médicaments oubliés sur son étal. L'enfant est calme, toujours blotti contre elle. Il ne parle presque jamais, mais ses yeux en disent long. Il comprend plus qu'elle ne le croit. Ce matin-là, Paul ouvre enfin les yeux. Pour de bon, il cligne plusieurs fois, observe les lieux, confus. Il s'assoit lentement, grimace sous l'effet de la douleur à la jambe. Il tourne la tête et découvre Rosalie, accroupie près d'un seau, en train de laver les quelques vêtements qu'elle possède à la main. « Où suis-je » murmure-t-il. Rosalie lève les yeux sans expression. Elle s'approche lentement, essuie ses mains sur un tissu et lui tend une tasse de thé tiède, préparée avec des feuilles qu'elle fait infuser elle-même. Tu es dans un endroit où personne ne viendra te chercher, et c'est peut-être mieux comme ça. Il fronce les sourcils, tente de se lever, mais son corps le trahit. Il retombe sur le matelas avec un gémissement. « Comment je suis arrivé ici ?» Rosalie s'assied face à lui. Son regard est calme, presque doux, mais il y a dans ses yeux une mer agitée. Elle ment avec la précision d'une femme qui a appris à survivre. « Je t'ai trouvé sur la route, après un accident. Tu saignais, t'étais seul. Personne ne s'est arrêté. Alors, je t'ai ramené ici. » Paul reste silencieux. Il fixe le sol, les murs fissurés, la lumière qui passe à travers les planches. Tout lui semble flou, lointain. « Mon nom, c'est Paul, c'est ça ?» dit-il en touchant son front. Rosalie tressaille. Elle hoche lentement la tête. « Oui, Paul. Et toi, comment tu t'appelles ?» Un silence pesant s'installe. Rosalie détourne le regard. « Je m'appelle Léa, » répond-elle finalement. Léa Coffey. Elle a menti. Bien sûr, elle ne veut pas qu'il sache. Pas encore. Pas tant qu'elle ne comprend pas ce que le destin est en train de jouer. Elle a besoin de temps, de réponses, de comprendre pourquoi. Malgré tout ce qu'il lui a fait, elle l'a sauvé. Paul ferme les yeux un instant, respire profondément. « J'ai l'impression d'avoir tout oublié. C'est comme si j'étais quelqu'un d'autre. » Rosalie ne répond pas. Elle l'observe. Troublée, l'homme arrogant et sûr de lui a disparu. Celui qui est là, affaibli, amnésique et presque attendrissant. Elle se déteste de le penser. Le lendemain, Paul se lève difficilement et demande à sortir quelques minutes. Rosalie l'aide à marcher jusqu'à l'arrière-cour, un carré de terre battue, envahi de mauvaises herbes. Il s'assoit sur une chaise bancale, observe le ciel gris de Marcella. Il voit Louis à distance, jouant avec une ficelle attachée à un bouchon. Il le fixe longuement. « C'est ton fils ? Tu es seul avec lui ?» Rosalie répond en hochant la tête. « Depuis qu'il est né. » Paul baisse les yeux. Un poids invisible semble l'écraser. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de le connaître. » Rosalie serre les mâchoires. Son cœur bat trop fort, trop vite. « Tu es fatigué. Le cerveau joue des tours, parfois. » Paul hoche lentement la tête, sans répondre. Mais au fond de lui, une gêne sourde s'installe, comme une voix lointaine qui murmure à travers la brume de sa mémoire. Rien de tout cela n'est un hasard. Et Rosalie le sait. Tout commence à se rejouer. Et cette fois, c'est elle qui décide les règles. Le vent s'est levé sur Marcella. Un vent froid et sec qui s'infiltre partout, jusque dans les interstices les plus secrets de la remise. Rosalie enroule Louis dans une couverture rêche, récupérée la veille auprès d'un autre sans-abri près du vieux port. Le petit garçon, blotti contre sa poitrine, respire difficilement. Son souffle est court, saccadé. Sa fièvre est revenue. Dans un coin sombre de la pièce, Paul observe la scène. 3 jours qu'il cohabite avec eux. 3 jours qu'il tente de reconstituer les fragments d'une mémoire qui lui échappe encore. Il regarde l'enfant, ses traits fins, son teint caramel, ses grands yeux noirs qui semblent trop vieux pour leur âge. Il ne comprend pas pourquoi, mais ce visage lui serre la gorge. « Il va bien ?» demande-t-il d'une voix rauque. Rosalie, assise à même le sol, le regarde sans un mot. Elle a des cernes profondes, les lèvres sèches, les mains abîmées. Mais dans ses yeux brûle une lumière que Paul ne parvient pas à nommer. « Il a besoin de soins, » dit-elle finalement. « Vrais soins. Il a déjà fait une bronchite sévère l'hiver dernier. J'ai pas les moyens de l'emmener à l'hôpital. S'ils voient qu'on n'a pas de papier, ils me le prendront. » Paul reste figé. Il ne sait pas quoi répondre. Il est médecin. Son instinct lui hurle d'agir, de soigner,
de proposer une solution. Mais il n'a rien, pas de carte, pas d'argent, pas même sa propre identité. Il n'a que ce qu'elle lui donne. Et elle, il sent bien qu'elle le teste, chaque jour, chaque regard, chaque mot, comme une énigme qu'il n'arrive pas à résoudre. Je pourrais peut-être l'examiner. Il s'interrompt, il ne sait plus. Il sait qu'il est médecin, oui. C'est revenu par flash, par gestes instinctifs. Mais il ne se fait pas confiance. J'ai été chirurgien, je crois. Rosalie hoche la tête lentement, l'air de dire « Je sais déjà tout ça », mais elle ne le dit pas. Elle le laisse patauger dans sa confusion. « Tu peux l'écouter », dit-elle doucement, « mais pas plus, pas encore ». Elle déplie lentement la couverture. Paul s'approche, pose une main sur le torse de l'enfant, écoute sa respiration. Ses gestes sont précis, automatiques. Il ferme les yeux, visualise les bronches, la circulation, les échanges respiratoires. Il soupire. Il a besoin d'antibiotiques, d'un traitement de fond. « Tu as quoi ici ?» Rosalie se lève et sort d'un vieux sac en toile une boîte entamée, une bouteille de sirop, 2 cachets emballés dans du plastique usé. C'est tout ce qu'on m'a donné. Paul les examine. Rien d'adapté. Trop faible, trop vieux, parfois même périmé. Il lève les yeux vers elle et dans ce regard, il n'y a plus de jugement. Il n'y a que de la stupeur, mêlée à quelque chose de plus profond. De la honte, peut-être. Comment tu fais pour vivre comme ça ? Rosalie reste un moment silencieuse, puis elle sourit, un sourire sans joie. On ne vit pas, on tient, on ramasse les miettes des autres, on s'accroche au peu d'humanité qu'on nous laisse. Et on prie pour que l'enfant qu'on aime ne paie pas pour nos erreurs. Cette phrase frappe Paul de plein fouet. Il baisse les yeux. Il ne sait pas pourquoi, mais cette femme lui parle comme s'il partageait une histoire qu'il aurait oubliée. Chaque mot résonne en lui comme un avertissement. Dans la nuit, alors que Rosalie s'est endormie, épuisée, Paul se lève, titube jusqu'à une boîte où Louis range ses quelques trésors. Il y trouve un petit carnet, aux pages cornées. L'enfant y a dessiné une série de dessins naïfs. Une femme, un enfant et un homme, le même. Toujours grand, cheveux noirs, costume. À chaque page, le personnage masculin est barré d'un trait rouge. Et à la dernière page, une phrase écrite maladroitement « Papa ne veut pas de moi ». Paul sent un frisson le parcourir. Ses mains tremblent. Il referme le carnet précipitamment et retourne se coucher. Mais il ne ferme pas l'œil de la nuit. Il commence à comprendre. Et ce qu'il devine lui fait plus peur que tout ce qu'il a oublié. La pluie tambourine sur le toit en tôle de la remise. Il est un peu plus de minuit. Rosalie ne dort pas. Elle fixe le plafond, les bras autour de Louis, dont le souffle s'est calmé. Ses yeux ouverts dans le noir brillent comme 2 lucioles piégées. Paul, à quelques mètres, allongé sur le vieux matelas, bouge dans son sommeil. Il gémit, il rêve. « Rosalie » murmure-t-il. Elle se fige. Ce nom, il ne l'a jamais prononcé depuis l'accident. Elle l'a enterré, effacé, remplacé par Léa, pour brouiller les pistes, pour se protéger. Et maintenant, il revient des profondeurs. Elle l'observe en silence. Dans son sommeil agité, Paul répète son prénom. Il transpire, se débat, puis d'un coup, se redresse, haletant, le regard perdu. Il voit Rosalie, debout, l'ombre de son corps découpée par la lumière vacillante d'une bougie. « Tu vas bien ?» demande-t-elle, le cœur battant à tout rompre. « J'ai vu ton visage. Pas ici, ailleurs. Je crois que je te connais. » Un long silence. Elle s'avance, lui tend une tasse d'eau. Les rêves mentent parfois, ils la fixent longuement. Ou alors, ils disent ce qu'on ne veut pas voir. Paul commence à poser des questions. Sur elle, sur Louis, sur le quartier, sur le monde extérieur. Rosalie répond peu, juste assez pour maintenir le masque. Mais il sent qu'elle fuit quelque chose. Et il sent aussi que lui-même n'est pas celui qu'il croyait être. Il fouille dans ses poches. Rien. Elle les a vidées depuis longtemps. Mais dans la doublure de sa veste déchirée, il découvre un ticket de péage froissé. Paris, Marseille, 2h42, autoroute A7, le jour de l'accident. Il le garde précieusement. Pourquoi descendait-il à Marseille ? Pourquoi seul ? Il ne se souvient pas, mais cette ville l'attire, comme un aimant douloureux. Le lendemain, il sort avec Rosalie. Elle lui fait traverser un passage souterrain vers le marché aux puces de la Porte d'Aix. Elle le fait passer pour un cousin de passage, blessé,
qu'elle aide. Dans les allées, entre les étals de vêtements de seconde main et les caisses de légumes à moitié pourris, Paul entend une voix, une radio grésille posée sur un comptoir. Le professeur Paul Renaud, porté disparu depuis une semaine, reste introuvable. La police pense à un possible enlèvement ou une fugue volontaire. Il s'arrête net. Rosalie, devant, se fige. Il s'approche lentement du poste de radio. Une photo s'affiche sur un petit écran. Son propre visage, souriant, tiré à 4 épingles, en blouse blanche. Il blêmit, lève les yeux vers Rosalie. « C'est moi !» murmure-t-il. « Je suis ce type-là. » Elle détourne le regard. « Pourquoi tu m'as rien dit ?» Rosalie la tire à l'écart, derrière une benne. « Parce que je voulais pas que tu partes. » « Pas encore, parce que tu n'es pas prêt à savoir qui tu étais. Et toi ? Qui es-tu, Rosalie ?» Elle recule. Il a dit son vrai prénom. « Tu l'as dit cette nuit, dans ton sommeil, » murmure-t-il. Rosalie, Paléa, un silence. Le cœur de Rosalie cogne contre ses côtes. « Alors dis-moi, c'est toi la mère de mon enfant ?» Elle baisse les yeux, ses mains tremblent. « C'est plus compliqué que ça. » Paul recule d'un pas. Ses traits se durcissent. « Tu me caches quoi exactement ?» Et là, une voix s'élève derrière eux, une voix qu'ils ne connaissent pas. « Et vous deux ! Attendez !» Un homme en imperméable beige s'approche, bloc-notes à la main. Il se présente comme journaliste. Il cherche Paul Renaud, a suivi une piste jusqu'au quartier. Il a entendu parler d'un homme blessé, soigné par une femme noire avec un enfant. Il montre une photo. C'est Rosalie, prise à la sauvette, en train de fouiller des déchets près de la station Bougainville. Paul regarde la photo. Il regarde Rosalie. Tout dans son corps se crispe. Quelque chose se brise. Il tourne les talons et s'éloigne. Rosalie ne le suit pas. Elle reste figée, le souffle coupé, parce qu'elle sait. Le moment qu'elle redoutait est arrivé. Et à partir de maintenant, elle ne pourra plus rien cacher. Rosalie ne l'a pas revu depuis 2 jours. 2 jours à sentir l'angoisse ronger son ventre comme un acide silencieux. 2 jours à surveiller la ruelle depuis la lucarne de la remise, craignant qu'il revienne, ou pire, qu'il ne revienne jamais. Louis dort mal. Il sent que sa mère est nerveuse, tendue, sur le point de s'effondrer, et il tousse à nouveau. La fièvre remonte. Elle sait que l'heure est venue. Plus de mensonges, plus d'évitement. Paul va revenir, et cette fois, il exigera la vérité, toute la vérité. Il arrive au crépuscule, sans bruit. La porte grince. Rosalie sursaute, Louis blotti dans ses bras. Paul entre, la silhouette plus raide, les yeux plus durs. Il ne dit rien, la regarde simplement. Ce regard qu'elle connaît bien. Pas celui du médecin amnésique, mais celui de l'homme d'avant. L'homme qu'elle a aimé, puis haï. « Je suis allé au commissariat », dit-il sans préambule. « J'ai reconnu mon visage sur l'avis de recherche. J'ai donné mon nom, récupéré mes papiers. On m'a raconté ce que j'avais oublié. » Il fait une pause. Son souffle est court. « Et j'ai appelé mon frère. Il m'a dit une chose étrange, qu'il y a 7 ans, une femme avait dit être enceinte de moi. Une accusation ridicule. Qu'il avait dit. Mon frère, il m'a protégé, paraît-il, en échange de mon silence sur certains dossiers financiers. » Rosalie serre les bras autour de Louis. « Et maintenant ?» demande-t-elle d'une voix faible. Paul s'approche. Il sort de sa poche une enveloppe, l'ouvre, en sort une photo. Une vieille photo. Rosalie, souriante, assise sur un banc à Paris, enceinte. Il la dépose à ses pieds. « Pourquoi tu m'as rien dit ? Pourquoi tu m'as caché que j'étais le père de cet enfant ?» Rosalie se lève lentement. Son visage est livide, ses mains tremblantes. Mais sa voix, elle, est d'une clarté tranchante. « Je te l'ai dit, Paul, tu m'as raccroché au nez, tu m'as appelé piège à héritier, tu m'as humilié, tu m'as rayé de ta vie, comme si je n'avais jamais existé. » Elle fait une pause, respire. « J'ai frappé à toutes les portes, j'ai attendu des jours entiers devant ton service à l'hôpital. On m'a menacé d'appeler la sécurité. Et puis, j'ai compris que je n'avais pas seulement perdu l'homme que j'aimais, mais que je devais élever un enfant dans un monde qui voulait qu'il n'existe même pas. » Le silence s'abat sur la pièce comme une chape de plomb. Paul regarde Louis. L'enfant dort, la joue rouge de fièvre. Il tremble légèrement. « Il est malade. Tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû me le laisser au moins ça. » Rosalie s'effondre sur le sol. Les larmes coulent sans retenue. « J'ai tout tenté, mais on ne m'a jamais cru. Une femme noire, sans statut,
avec un enfant, bâtard. Tu crois que la justice m'aurait écouté? Tu étais intouchable, Paul, et moi, j'étais déjà invisible. » Paul s'agenouille lentement. Il prend la main de son fils endormi, longuement, doucement. Puis, comme un soupir, il murmure « Il me ressemble. » Rosalie hoche la tête. « Il a ton regard quand il doute, ta façon de plisser les yeux quand il pense trop. Mais le reste, c'est moi. Ma rage, ma tendresse, mon silence aussi. » Paul se redresse. Il marche en rond, tourmenté. Ses mains tremblent. Il se cogne contre la table branlante. Son monde entier vacille. « Tu crois que je peux réparer ça ?» demande-t-il, presque en chuchotant. Rosalie le regarde, le cœur serré. « Je crois pas qu'on répare un abandon, Paul. On apprend juste à vivre avec. Un bruit dehors, une voiture qui passe, et un détail que Rosalie remarque trop tard. Un flash discret sur le toit d'en face. Un objectif, un clic. Le journaliste est revenu, et cette fois, il a tout vu. Le scandale éclatera bientôt. Mais la vérité, elle, est déjà nue le lendemain matin. Les journaux locaux s'embrasent. Le célèbre chirurgien parisien, retrouvé dans un squat marseillais avec une femme et un enfant. Les médias s'emparent de l'histoire comme des vautours sur une carcasse. On parle de fugue, de double vie, de scandale. On interroge ses collègues à Paris, les voisins, les anciens patients. On questionne. Qui est cette femme, cet enfant? La presse suppute, les rumeurs flambent. Rosalie, elle, lit les titres en silence, le visage impassible, le dos droit. Mais à l'intérieur, tout s'effondre. Le fragile équilibre qu'elle avait réussi à maintenir est brisé. Le monde sait, le monde juge. Et Louis, innocent, est au cœur de cette tempête. Paul revient à la remise après avoir passé la nuit à l'hôtel. Il ne dort plus, il parle vite, respire mal, marche sans but, comme un homme traqué. Il tient une mallette. « J'ai de l'argent, des contacts, on peut partir d'ici, tous les trois. J'ai un appartement vide à Aix-en-Provence, discret, propre. Il y a un hôpital pour Louis, là-bas, des spécialistes. » Rosalie le fixe. Longuement, il parle comme avant, comme lorsqu'il était sûr de tout contrôler, comme lorsqu'il ne l'écoutait pas vraiment. « Tu crois que ça s'achète, Paul? Ce que t'as fait, ce que t'as détruit? Tu crois qu'avec une maison et des médicaments, tu peux tout effacer ?» Il s'arrête net, le regard blessé. « Je veux réparer, Rosalie. C'est tout ce que je veux. » Elle s'approche, lentement, puis, à voix basse, « Réparer pour toi ou pour lui? Parce que Louis... il sait pas qui t'es, il t'a jamais appelé papa. Tu crois qu'un toit va lui suffire pour oublier que t'étais pas là quand il pleurait la nuit? Quand il avait peur? Quand il pensait qu'il était né d'un père qui ne voulait même pas de son nom? » Paul reste muet. Il baisse les yeux. Il serre la mallette plus fort. « J'ai peur de ne jamais pouvoir me faire pardonner, » murmure-t-il. Rosalie le regarde et dans ses yeux, il n'y a plus de colère. Juste une tristesse immense. « Le pardon, Paul, ça se demande pas, ça se mérite. » Louis tousse dans son coin. Rosalie se précipite. Il est brûlant, trop. Elle prend une décision. « Je l'emmène à l'hôpital. Aujourd'hui, peu importe les risques. » Paul hoche la tête, presque soulagé. « Je viens avec vous. » « Ah, non. » Elle le regarde fermement. « Pas encore. » Quelques heures plus tard, Rosalie arrive aux urgences de l'hôpital public de la Timone. Louis dans les bras. On l'interroge. Elle donne un faux nom, dit qu'elle a perdu ses papiers. Un médecin examine Louis. Bronchopneumonie. Hospitalisation immédiate. Traitement lourd. L'enfant est installé dans une chambre stérile. Rosalie reste à ses côtés, le cœur noué. Dans la salle d'attente, Paul est là. Il a suivi de loin. Il observe. Il n'ose pas entrer. Il veut, mais il sait qu'il ne peut pas encore. Il est l'ombre de lui-même. Et alors qu'il s'apprête à partir, une infirmière l'appelle. « Monsieur Renaud, il y a un petit garçon qui vous réclame. » Paul se retourne, stupéfait. Il a dit « Je veux voir le monsieur qui est tombé du ciel. » Paul entre. Louis est là, branché, les joues pâles. Il le regarde. « Sérieux, tu vas rester cette fois ?» demande-t-il. Paul s'effondre sur une chaise, les larmes aux yeux. « Oui, Louis. Je vais rester aussi longtemps que tu veux de moi. » Dans le couloir, Rosalie les observe. Elle pleure. Pas de rage, pas de peur, mais d'un amour trop grand pour être contenu. Elle comprend enfin. Le pardon n'est pas une destination, c'est un chemin. Et ils viennent à peine de le commencer. 5 ans ont passé. Une pluie fine caresse les toits de Paris. Sur la place devant l'école primaire du 11e arrondissement,
Un petit attroupement de parents s'est formé, chacun pressé de rentrer chez soi après la remise des prix annuels. À l'intérieur de la salle polyvalente, l'agitation se calme peu à peu. Au fond, sur une rangée de chaises, Rosalie ajuste son écharpe. Elle sourit doucement, les mains croisées sur ses genoux. À sa gauche, Paul est assis bien droit, costume sobre, cheveux grisonnants, les yeux humides d'émotion. Sur l'estrade, Louis, maintenant âgé de 10 ans, s'avance, un papier froissé dans les mains. Sa voix est timide, mais stable. Il lit à haute voix sa rédaction, choisie par les enseignants pour être lue devant tous, la personne la plus courageuse que je connaisse. Il prend une grande inspiration. La personne la plus courageuse que je connaisse ne porte pas de cape. Elle ne vole pas, elle ne sauve pas le monde, elle m'a juste sauvé moi. Tous les jours, elle m'a appris à ne pas avoir honte d'être pauvre, à ne pas avoir peur d'aimer quelqu'un qui vous a blessé, à tendre la main quand on aurait pu la fermer. Cette personne, c'est ma maman. Elle a vécu dans le froid, dans la faim, dans le silence, pour que je puisse vivre dans la dignité. La salle entière retient son souffle. Louis continue, plus lentement. Mais j'ai 2 parents. Mon papa aussi est courageux. Il est arrivé tard. Mais il est resté. Il a appris à réparer sans promesse, à aimer sans condition. Il m'a montré qu'on pouvait changer et que l'amour, le vrai, il commence là où s'arrête la peur. Il s'arrête, baisse les yeux, puis ajoute d'une voix tremblante. Maman dit toujours que le monde jette ce qu'il ne comprend pas, qu'il abandonne ce qui lui fait peur. Mais elle m'a appris ça aussi. Le cœur voit ce que les yeux ignorent. Rosalie pleure en silence. Paul lui prend la main. Elle ne la retire pas. Après la cérémonie, les 3 sortent dans la lumière pâle de l'après-midi parisien. Ils marchent le long du canal Saint-Martin, main dans la main, dans un calme doux. Rosalie s'arrête un instant et regarde l'eau. « Tu te souviens de ce que tu m'avais dit, Paul, quand tout s'est effondré ?» Il hoche la tête. « Je t'avais dit que je ne savais pas si je méritais ton pardon. Tu sais ce que je pense aujourd'hui. » Il se tourne vers elle, attentif. « Je pense que le pardon, c'est pas quelque chose qu'on donne, c'est quelque chose qu'on construit. Ensemble, jour après jour, même quand ça fait mal. » Paul baisse les yeux, les larmes prêtes à couler. Louis court un peu plus loin, ramasse une fleur tombée, la tend à sa mère. « Tiens, maman, elle est un peu cassée, mais elle est encore belle. » Rosalie sourit, la serre contre elle. Elle regarde Paul. Mais comme nous, ils ne sont pas riches. Ils n'habitent pas une grande maison. Il n'y a pas eu de conte de fées. Juste une lente réconciliation avec le passé. Une construction patiente du présent. Une foi fragile, mais tenace dans l'avenir. Rosalie dirige maintenant une petite association dans les quartiers nord de Marseille. Et dans les femmes isolées, mères célibataires, migrantes, sans papier. Paul a quitté son poste à l'hôpital privé et travaille dans une clinique solidaire. Il ne cherche plus à briller, juste à faire le bien, là où il peut. Et Louis grandit entre 2 mondes, avec un cœur qui sait voir au-delà des apparences. Car oui, l'amour n'a pas de limite, surtout pas celle que le monde veut lui imposer. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Rosalie? Auriez-vous tendu la main à celui qui vous a brisé? Auriez-vous eu la force de pardonner là où tant aurait choisi la vengeance? La vie ne suit pas toujours un chemin juste, mais parfois, ceux qui ont le plus souffert sont aussi ceux qui possèdent la plus grande lumière. Cette histoire n'est pas seulement celle de Rosalie et Paul, c'est celle de tous ceux qui ont été rejetés, oubliés et qui, malgré tout, ont choisi d'aimer. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, aimez la vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, dites-nous en commentaire, et vous, auriez-vous pardonné?